Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo vraiment que j'ai halluciné en la préparant, je vous jure, c'est que des dingueries. J'ai trop hâte de vous raconter, j'ai trop hâte. Je sais même pas, j'ai hâte de vous expliquer en fait et de vous raconter, de vous partager ces 10 tueurs en série, les plus gros tueurs en série du monde. Rien que ça et juste waouh en fait, genre what the fuck. Ok, c'est un peu ça le mood de la vidéo, je vous l'annonce dès maintenant, le mood de la vidéo c'est vraiment what the fuck. Soyez prêts. Donc comme vous l'avez compris et comme je vais l'expliquer, on va parler des 10 plus gros, des 10 pires tueurs en série du monde. La liste est longue, j'en ai sélectionné 10 pour vous, ce qui pour moi a été vraiment wow, what the fuck, quoi pardon. Et on va en discuter, donc c'est parti. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore le cas, à liker la vidéo, à la commenter à la fin évidemment si le contenu t'a plu. Et n'hésite pas à me suivre également sur Instagram, c'est là que je partage au quotidien. En 10e position, Jeffrey Dahmer. Donc c'est un Américain et c'est un tueur en série qui a sévi aux États-Unis. Il a commis son premier meurtre en 1978, à tout juste 18 ans. Il a ramené un autostoppeur chez lui, il l'a étranglé et il l'a démembré. Après ça, il n'a commis aucun meurtre pendant 9 ans avant de finalement sombrer à nouveau. Il faut savoir qu'il pense pouvoir transformer ses victimes en zombies. Comment il fait? Il perce leur crâne à l'aide d'une perceuse électrique pendant que les personnes sont encore vivantes. Oui, oui, oui. Et après, il leur injecte soit de l'acide chlorhydrique, soit de l'eau bouillante dans le lobe frontal. Je ne sais même pas quoi dire. Ça ne fonctionne pas. Évidemment, ça ne fonctionne pas, donc n'essayez pas, merci. Ce mec est vraiment, je suis désolée, mais c'est vraiment un malade. Le gars, il conservait les squelettes de ses victimes. Il avait des corps en décomposition chez lui. Donc chez lui, genre dans son lit, dans sa cuisine. Enfin, il y avait des corps comme ça, tranquilles, au calme, qui puent et tout. Tranquille, tout va bien chez lui, ok? Il a fini par assassiner à partir d'un rythme de croisière et a tué à peu près une personne par semaine. Une de ses victimes a réussi à s'échapper de chez lui, droguée, enfin au bout de sa vie, et a arrêté une voiture de police pour signaler ce qui se passait. La police a donc débarqué au domicile de Jeffrey et que des découvertes macabres. Je vais vous les citer pour que vous puissiez avoir une petite idée de l'horreur. Donc il y avait des têtes et des morceaux humains dans son réfrigérateur. Il y avait un cœur dans son congélateur. Il y avait des squelettes dans son placard. Il y avait des crânes dans les tiroirs de sa cuisine, dans les tiroirs et les placards de sa cuisine. Il y avait trois torses masculins dans des barils remplis d'acide. Évidemment, il a été arrêté, encore heureux quand même, il a été arrêté. En 1992, il a été condamné à 957 années de prison pour le meurtre de 17 personnes entre 1978 et 1991. En 1994, il est attaqué en prison pour la seconde fois et cette fois-ci, il ne survivra pas à ses blessures, donc il décède en 1994. 9e position, Ted Bundy. C'est l'un des plus grands tueurs en série des États-Unis. Préparez-vous. C'est un homme charismatique, séduisant et il utilise ça, ce sont ses atouts, pour séduire ses victimes avant de les tuer. Environ en 1974, à Philadelphie, puis dans l'Utah, il va commettre plusieurs meurtres. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il assomme et il viole des femmes. Il les viole avec des objets, la plupart du temps. Il pratique la nécrophilie, rien que ça. Et il aime aussi couper les têtes de ses victimes. Donc c'est pas toujours le cas. Il a coupé une douzaine de ses victimes. Et en fait, en tout, il aurait tué 36 personnes. Un soir, alors qu'il roule à faible allure, sans doute pour chercher sa prochaine victime, il est arrêté par la police pour un contrôle. Et lorsque la police fouille sa voiture, il découvre des choses qui sont un peu suspectes. Il y a une cagoule, des gants, il y a une lampe torche. Il décide de l'arrêter et de l'envoyer en garde à vue. En garde à vue, il décide que voilà, ils allaient le faire identifier. Il allait se soumettre à une identification par des témoins, par des femmes, etc.
Il décide, attention, de changer totalement physiquement, donc de coupe de cheveux, etc. pour soi-disant être méconnaissable, ne pas du coup être facilement reconnu par les témoins. Malgré ça, une femme le reconnaît et elle dit que voilà, cet homme-là, donc Ted Bundy, il a essayé de l'enlever. Ted est donc arrêté, jusque-là tout va bien. Il est tellement confiant, le gars est tellement confiant qu'il décide de se représenter lui-même parce que pour lui c'est impossible, c'est pas possible. Il va pas être condamné, il va pas être déclaré coupable, c'est mort, c'est impossible, ça n'existe pas. Du coup, il se représente lui-même, hyper confiant en mode moi j'ai rien fait, tranquille. Il clame son innocence haut et fort, moi je n'ai rien fait, je répète. Il est quand même déclaré coupable. Amen. Mais l'histoire ne finit pas là. Le juge décide de l'envoyer consulter un psychologue, faire un petit diagnostic, quelque chose qui tourne pas rond là-bas. Donc, le psychologue affirme que voilà, que Ted souffre de certains troubles et qu'il est violent, vraiment violent. Il le condamne à la prison ferme. Pendant ce temps, la police au Colorado relie un meurtre à Ted Bundy. Il est donc extradé au Colorado. Il s'évade 2 fois, et devient l'un des hommes les plus recherchés des États-Unis, mesdames et messieurs. Il finit par être arrêté à un moment donné, je vous rassure, il n'est plus en cavale. Il est arrêté et il est condamné à mort par chaise électrique. Il est exécuté en 1989. Il y a quand même un côté positif, c'est que son affaire ouvre la voie au test ADN moderne. En 8e position, Andrei Chikatilo. C'est un instituteur russe qui habite en Russie. Fin 1978, il commet son premier meurtre. Une petite fille, Yelena Zakotnova, 9 ans. Il est soupçonné, mais il n'est pas arrêté à cause d'une erreur judiciaire. Voilà, donc il a été interrogé, etc. On le tenait, la police l'avait creux de la main. À cause d'une erreur judiciaire, ils l'ont laissé partir. Donc voilà, il n'a pas été condamné, il a dit bye bye. Mais c'est pas la fin de l'histoire, quand même, je vous rassure. Quelle est sa particularité à Andrei? C'est qu'il aime torturer, mutiler et pratiquer le cannibalisme sur ses victimes. C'est-à-dire qu'il mutilait les corps et les parties génitales de ses victimes avec les dents et il goûtait le sang de ces dernières. Oui, on a un petit peu sur le côté vampire, un petit peu de trop de Twilight peut-être, je sais pas, mais waouh, c'est dégueulasse. Mais passons. De toute façon, tout est dégueulasse ici, hein. Quand tu tues quelqu'un déjà c'est dégueulasse, mais alors le cannibalisme, etc., on s'en passera bien, n'est-ce pas? En tout, il a fait 52 victimes. 21 garçons, 14 filles âgées de 8 à 16 ans et 17 femmes adultes. La Russie veut absolument attraper le tueur. Donc ils font plus de 500 000 contrôles d'identité, 150 000 tests ADN. Ils veulent trouver une correspondance avec du sperme séché qu'ils ont trouvé sur une scène de crime. Andrei passe le test ADN qui s'avère négatif. Il est donc relâché. Il n'était même pas arrêté, on l'a laissé partir. Au revoir monsieur, puisque le test dit que non. L'enquête avance, on continue à avoir des preuves qui vraiment accablent Andrei, vraiment. Là, il décide de faire d'autres types d'analyses, des analyses plus poussées. Et il s'avère que, ils se rendent compte, Andrei a une particularité, c'est que son sang et son sperme ont une histocompatibilité différente. C'est pour ça que le test précédent était négatif. Ils finissent par l'arrêter, puisque, effectivement, c'est lui. Il est arrêté le 20 novembre 1990. Il est condamné à mort en 1992 et exécuté en février 1994. 7e, alors excusez-moi, je ne sais pas prononcer son nom, mais je fais de mon mieux. Yang Xinhai, je pense que c'est ça. C'est l'un des plus grands tueurs chinois. Il pénétrait dans les maisons le soir et il tuait les habitants, parfois même des familles entières. Si c'était une famille qui habitait là, ben, il tuait tout le monde en fait. Il utilisait des outils comme des pelles, des haches, des marteaux. Il violait aussi parfois ses femmes victimes. Entre 2000 et 2003, il a fait 67 victimes. Vous vous rendez compte ou pas? Entre 2000 et 2003, il a fait 67 victimes. Ok. Il explique que quand il tue, ça lui donne encore plus envie de tuer. Il ne veut pas faire partie de la société. Il n'en a rien à faire de savoir si les gens méritent de mourir ou pas. Il n'en a rien à faire des gens, il s'en fiche. Lui, il veut tuer et du coup, il tue. Ça s'arrête là. Il est arrêté par hasard lors d'un contrôle d'identité dans une boîte de nuit parce que les
les policiers, etc., sentent que son comportement est bizarre et qu'il est vraiment étrange. Et après que la police ait enquêté, ils découvrent que il est recherché pour meurtre dans 4 autres provinces. Il est donc arrêté. Il est déclaré coupable de 67 meurtres et 23 viols en 2004. Il est exécuté 2 semaines plus tard. 6e position, Gary Ridgway, alias le tueur de Green River. Il commence à tuer à peu près en 1980. Il vise les prostituées et les fugueurs de Seattle. Il étrangle et se débarrasse des corps dans des zones boisées reculées. Son surnom, le tueur de Green River, donc le tueur de la rivière verte, vient du fait que ses 5 premières victimes ont été retrouvées dans la rivière verte à Washington. En 2001, la police a réussi à prouver que son ADN correspondait avec 4 meurtres et il est donc arrêté. Il avoue ses crimes en 2003. Quand même, pas tout de suite, hein, il a quand même tenu bon le petit. À la base, tenez-vous bien, il est condamné pour 48 meurtres. À la base. Il en avoue le double. Il en avoue le double. C'est-à-dire qu'en 2004, il a plaidé coupable pour 49 meurtres supplémentaires, ce qui fait en tout 97 meurtres. Il a tué 97 personnes. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. En 5e position, on a Javed Iqbal Mughal, alias le tueur à l'acide. En 1956, il a envoyé à la police et à un éditeur de journal local du Lahore, au Pakistan, une lettre dans laquelle il admet avoir tué 100 garçons âgés de 6 à 16 ans. Ce seraient tous des fugueurs ou des orphelins des rues de Lahore. Il étrangle et démembre ses victimes, les place dans des cuves d'acide avant de jeter le reste dans une rivière locale. À son domicile, la police a trouvé des taches de sang sur les murs et sur le sol, la chaîne avec laquelle il étranglait les garçons, mais aussi des photos de plusieurs d'entre eux dans des sacs, enfin de plusieurs corps dans des sacs en tout cas. 2 cuves d'acide contenant des corps ont été retrouvées également à son domicile, avec une note stipulant qu'il avait laissé les cuves exprès là pour que la police puisse les trouver. Dans la lettre, Javed indique qu'il allait se jeter dans une rivière, mais il ne le retrouve pas. Son corps n'est pas là, il ne s'est pas jeté. Une chasse à l'homme est lancée sans succès. C'est finalement lui-même qui vient à la police se rendre. Même si ses journaux intimes, vraiment dans ses journaux intimes, il indiquait, il détaillait les meurtres qu'il avait commis, au final il dit qu'il n'est pas coupable, que c'était simplement un canular, qui voulait attirer l'attention et que en fait c'était faux. Il n'a pas tué son garçon, ce qui s'est retrouvé chez lui, ça n'existe pas, c'est pas vrai, c'était juste une grosse blague. Ok, voilà, c'est ce qu'il ose dire à la police. Il est condamné à être pendu. Le juge a déclaré, je cite, « Vous serez étranglé jusqu'à ce que mort s'ensuive devant les parents des enfants que vous avez tués. Votre corps sera ensuite découpé en 100 morceaux et placé dans l'acide, comme vous l'avez fait avec ces enfants. » Ici, on voit très bien que c'est œil pour œil, dent pour dent. Je ne dirais pas que j'aime l'esprit, mais un petit peu quand même, hein, de rendre finalement ce qu'il avait fait. C'est vraiment rendre justice pour le coup, je trouve. Surtout venant de la part d'un juge. Ça n'existe pas normalement. Mais bon, là c'était hyper violent. Comme c'est un lâche, il a décidé que plutôt que de subir ce jugement-là, il allait se suicider. Donc avec un de ses complices, ils se sont tous les deux suicidés en octobre 2001. Finalement, il n'a pas pu être étranglé jusqu'à ce que mort s'en suive comme c'était prévu. En 4e position, on a Harold Shipman. C'est un médecin généraliste qui avait ouvert son cabinet depuis 1977 près de Manchester en Angleterre. Il s'agit du tueur en série le plus meurtrier d'Angleterre. Rien que ça. Je vous ai dit, je vous ai fait une petite sélection pépite. Pépite. Alors, les soupçons commencent bêtement, j'ai envie de dire, parce que le cabinet voisin au sien, donc le médecin qui est voisin de Shipman, remarque que le taux de mortalité des patients de Shipman sont 10 fois supérieurs au sien. Et il se dit à quelque chose de bizarre, vraiment, même au niveau de la morgue, il se rend bien compte qu'il y a beaucoup de patients qui sortent de son cabinet, tu y rentres 5 minutes après t'es mort en fait, tu rentres là, t'as une chance sur 2 de mourir. C'est bizarre quand même, c'est un petit peu étrange, et on n'aime pas trop l'énergie. Ok, donc la police va commencer à enquêter sur lui, parce que c'est un peu bizarre quand même, je trouve. Il trouve. Nous trouvons.
En juin 1988, le docteur se rend au domicile de Kathleen Grundy. Il lui a injecté de l'acide chlorhydrique, ce qui l'a tué évidemment, et il a fait un faux certificat de décès. Du coup. Jusque-là, on va dire, tout va bien. Ce qui commence à être étrange, c'est que soi-disant, cette Kathleen lui aurait légué toute sa fortune à lui, le docteur. Un peu bizarre, non? Là, sa fille, la fille de Kathleen, s'alerte. Comment ça? Ma maman vous a laissé toute la fortune à vous. Non. Donc elle le soupçonne de l'avoir tué. Elle a bien raison. Une autopsie du corps est réalisée. Ils se rendent bien compte qu'effectivement, c'est pas une mort naturelle, c'est pas ce qui est marqué sur le certificat de décès. Shipman l'a tué. Il est relié à 14 autres meurtres en dehors de celui de Kathleen. Il finira par en avouer plus de 250. C'est-à-dire qu'il a tué plus de 250 de ses patients au fil des années. Parce que ça ne s'est pas fait tout d'un coup, c'est au fil des années. 250, plus de 250. Rendez-vous compte. Il est condamné à la prison à vie et il se suicide en prison en 2004. En troisième position, on a Pedro Lopez, alias le tueur des Andes. Il a enlevé et tué des petites filles au Pérou en 1978, puis en Équateur. Il aurait tué 100 petites filles au Pérou, 11 en Équateur et 100 en Colombie, ce qui fait plus de 300 victimes. Il a tué plus de 300 personnes. Plus de 300 personnes. Ok, je laisse l'information monter à votre cerveau parce que sa fête des massacres, c'était quoi? Après avoir joué avec ses victimes, il les démembre. Ok? Il précise qu'il ne tue jamais la nuit parce qu'il veut vraiment regarder les yeux de ses victimes. Il veut regarder sa victime dans les yeux quand il la tue, quand il lui ôte la vie. Ok? La nuit, il rassurait les enfants. C'est-à-dire qu'il prenait l'enfant dans ses bras et le berçait au milieu des corps des autres enfants qui sont morts. Donc voilà, lui, il rassure l'enfant. C'est la nuit, je ne vais pas te tuer, t'inquiète pas. Demain matin, à la première heure, oui. Avec plein d'enfants morts autour de lui. Il est incarcéré pendant 20 ans en Équateur. Il est relâché le 31 août 1994. Et il est arrêté une heure plus tard, pour le motif qu'il est immigrant illégal par la Colombie. Il est accusé à nouveau du meurtre d'une petite fille par la Colombie, du coup, cette fois-ci. Et il est déclaré irresponsable de ses actes. Attendez, il est déclaré irresponsable de ses actes. Donc, il est envoyé dans un centre psychiatrique à Bogota. En 1998, donc 4 ans après, les médecins, les psychologues, les psychiatres, je ne sais pas, décident qu'il est guéri de sa folie. Il est guéri de sa folie. Il le libère donc pour une caution de $50. Voilà, l'homme est en liberté et c'est la fin de l'histoire. Vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire? Ouais, moi aussi. $50. Guéri de sa folie. Moi, j'ai pas les mots. Arrivé à un stade, j'ai pas les mots. Vraiment, je vous le dis. Je suis choquée. En deuxième position, nous avons une femme, Julia Tofana. C'est la plus grande tueuse en série de l'histoire. La plus grande tueuse en série de l'histoire. Elle aidait les femmes à se débarrasser de leur mari. C'est-à-dire, les femmes étaient dans des mariages arrangés, des mariages forcés, des mariages violents, que sais-je. Et elle s'est dévouée corps et âme pour la cause de libérer les femmes de mariage qui les rendaient malheureuses. Donc, elle créait du poison appelé aquatofana que les femmes utilisaient pour tuer leur mari. Voilà. Vous savez combien d'hommes elle a tué en tout? Vous êtes prêts ou pas pour savoir combien d'hommes elle a tué? Plus de 600. C'est-à-dire qu'il y a 600, enfin je sais pas, elle a donné du poison. Les femmes ont donné le poison au monsieur et il y a 600 hommes qui sont morts. Après, je précise quand même qu'on est au début du XVIIe siècle. Hein, donc c'est pas la même époque que maintenant. C'est pas quelque chose, voilà, c'est pas 1900, c'est pas 1800. Mais quand même,
Mais quand même, ça n'enlève rien, je trouve. Incroyable. Incroyable. Elle a été exécutée à Rome en 1659. Et pour finir, en première position, je vous ai réservé. Hein, après Juliana, il faut quand même. Voilà, on y va. Tug Behram, je pense que vous en avez déjà peut-être entendu parler, mais pas sûr. Mais c'est quand même mon numéro 1. Il faisait partie de la secte des Tugs, je sais pas comment on prononce, mais bref, Tug on va dire, en Inde. Donc c'est un tueur indien. On a fait un petit peu le tour du monde, je vous avais dit, hein, voilà, en Inde. C'est le tueur le plus prolifique du monde. Il a fait 931 victimes entre 1790 et 1840. Il les tuait par strangulation avec un foulard de cérémonie appelé le rumal, ce qui signifie mouchoir en hindi. Donc le rumal servait à étrangler les personnes. Donc il a tué 931 personnes avec ce foulard. Le but, c'était pas par plaisir, enfin je pense un peu quand même. C'était pas par voilà, vengeance ou que sais-je. Non, non, lui il tuait pour offrir les victimes. D'accord, il offrait les victimes à la déesse de la mort, Kali. Il a tué 931 personnes pour les offrir à la déesse de la mort, Kali. Eh ben, il a été pendu en 1840. Voilà, rien que ça. C'est ce qu'il méritait en même temps. Je sais pas, 931 personnes, on s'en remet ou pas? Pas sûr qu'on s'en remette, hein, je vous jure. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses. Et vraiment, laissez-moi savoir. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo, mais surtout ce que vous pensez de ces 10 tueurs en série. Est-ce que vous en connaissez d'autres? Est-ce que ça vous choque? Est-ce que vous pensez qu'il y avait des gens... Je parle pas de guerre, de machin, d'attaque, de bombes. Je parle de personnes qui tuent individuellement des centaines de personnes. C'est-à-dire que toi, tu viens, tu tues 900 personnes, les unes après les autres. C'est pas un attentat, c'est pas une bombe, c'est pas du groupé. Une personne à la fois. Et t'en tues 600, t'en tues 900. Incroyable, c'était hyper violent, hyper gore. J'espère que vous êtes encore là quand même et que vous n'êtes pas trop dégoûtés. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire comme d'habitude, à liker la vidéo. Nous on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye.